Bon matin à tous. C'est un plaisir ce matin de vous avoir ici. D'autres qui vont suivre en ligne. Johan me disait qu'il a rencontré un de ses voisins qui a prié pour lui dans la rue et il lui a dit tu peux écouter mon témoignage ce matin en ligne. Alors c'est un grand plaisir de présenter Johan ce matin. Johan, comme peut-être vous l'avez vu sur l'invitation, c'est quelqu'un qui a surfé. C'est un surfeur. Non seulement il surfe sur Internet, mais il surfe sur les vagues des plages et il surfe sur la vie, en fait. Alors, c'est un peu ce que lui fait. Et puis, il vient de ce pays ensoleillé par ce que je dis les 3 F, le football, la foi et la fête. On aura l'occasion d'en reparler. Et parfois, pour réussir dans ces pays-là où la sécurité est difficile, on emprunte des chemins qui sont un peu plus compliqués. C'est ce que Johan va nous raconter ce matin. Mais juste avant, on va, pour se mettre un petit peu dans un moment de célébration, on va juste ensemble dire merci. Alors, Johan, comment est-ce qu'on dit merci dans ton pays? Obrigado. Obrigado. Est-ce que tout le monde peut dire obrigado? Oh, vous êtes tellement bon, je suis sûr que vous allez le faire très, très bien. Incroyable, formidable, il est celui qui tient ses promesses, obrigado. Incroyable, formidable, il est celui qui tient ses promesses. À la base, moi je n'avais plus trop le cœur à la fête. Je pensais que faire des ballons pourrait me vider la tête. À trop croquer dans la pomme, je n'avais plus la pêche. J'ai recherché l'amour et la paix, enchaînant les raclis, mais tout ça, ça embête. Dormir sans voir le danger qui me guette. En attendant, maman s'inquiète, car avec dire sans savoir, j'ai mangé steak. Il m'a dit que bonheur s'achète, ce gros mytho, j'ai cherché de 9 facettes. Et j'ai vu le monde sous toutes ses facettes. Je suis venu, j'ai vu, j'en suis convaincu. J'ai retenu une chose de mon vécu. Tout est éphémère, pas l'amour de Jésus. Tu es venu du ciel sur la terre pour quelqu'un comme moi. Voyant que mon âme avait besoin de sortir du coma. Vivre est tout d'abord une question de chemin. Merci, thank you, je dirais pour tout ce que t'as fait dans ma vie. Je n'oublierai pas Obrigado. tes bienfaits, mais je n'oublierai pour toujours et à jamais. Plus trop le cœur à la fête, d'ailleurs, ça va beaucoup mieux en fait. J'ai gardé dans un coin de ma tête mes fautes, si diable redemande le feat. Tu as géré la tête, on est quitte. Je ne sais pas ce qu'il y a devant, mais assurément c'est bien mieux que ce que je quitte. D'ailleurs, famille, c'est comment? Vivre, c'est mourir à soi, c'est là que tout commence. Vrai chrétien, c'est que la bonne nouvelle, c'est comme un resto, quand c'est bon, ça se recommande. Lâcher le volant pour lui passer les commandes. J'en ai marre d'être perdu entre deux mondes, je sais ça dérange, mais vivre une vie qui n'est pas la mienne, à quoi bon je me demande? Tu es venu du ciel sur la terre pour quelqu'un comme moi. Voyant que mon âme avait besoin de sortir du coma. Vivre est tout d'abord une question de chemin. Merci, thank you, je dirais pour tout ce que t'as fait dans ma vie. Je n'oublierai pas tes bienfaits, mais je n'oublierai pour toujours et à jamais. Incroyable, formidable, et celui qui tient ses promesses. Alors, obrigado pour ta vie, Johan, et obrigado pour te connaître aussi. Alors, ce matin, on voudrait commencer, Johan, te présenter. Donc, si tu devais te définir en 3 mots, toi, comme on fait ici, c'est quoi tes 3 mots? Bon, tout d'abord, obrigado d'être venu, que vous soyez là. C'est quand même, ça change quand même. D'habitude, je vous vois pas d'en face comme ça, mais je vous vois tous comme ça d'en face, c'est quand même quelque chose. Donc ça change pas mal. Je suis d'habitude toujours derrière là-bas.
Mais c'est difficile de définir. Tu sais, quand tu m'as posé la question, quand tu m'as envoyé je me suis jamais défini. Au moins, c'est vraiment difficile quand on se définit. Mais moi, je dirais que je suis plutôt quelqu'un de résilient, créatif, passionné. Voilà, je pense que c'est vraiment des 3 mots qui pourraient me... Résilient, créatif, passionné. Ouais. Qu'est-ce que tu apprécies le plus chez un être humain? J'ai toujours apprécié, depuis petit d'ailleurs, l'authenticité. L'authenticité chez les gens. Je pense que ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément quand je vois quelqu'un d'authentique. Ça me touche déjà, parce que c'est difficile aujourd'hui de garder une authenticité. C'est vrai. Et si tu écrivais un livre sur ta vie, ce serait quoi le titre? Alors justement, j'ai trouvé la vie dans la mort. C'est un peu ça, effectivement, mon histoire. Et Johan, quand Dieu, le Père, te regarde, qu'est-ce que tu crois qu'il dit? Ouais, c'est... Mais je pense que quand Dieu me regarde, je ne sais pas ce qu'il dira, mais s'il me dit, je souhaiterais qu'il me dise, toi, t'es mon enfant bien-aimé. Je pense que ça, pour moi, c'est... J'ai besoin juste de ça, juste qu'il me dise ça, que vraiment que... Il m'a déjà dit, hein, d'ailleurs, justement, mais pour moi, c'est déjà suffisant, c'est ça. Mais tu as raison, hein, c'est la parole qu'il a dit à Jésus, c'est la parole. Il semblerait, quand on lit l'Écriture, que ce soit toujours ce qu'il nous dit, ce qu'il pense de nous, mais nous, nos cœurs ont besoin, moi aussi, le mien, il a besoin de s'ouvrir et de le recevoir, de le croire, ça. Alors, Johan, on aimerait que tu nous amènes dans ton pays, dans ton enfance, dans ta belle région au Brésil, cette région. Explique-nous ce que c'est, ça. Ah oui, ça fait rêver ça, hein, mais effectivement, c'est chez moi ça. On appelle ça les draps brésiliens. En fait, c'est des dunes blanches. Et vous voyez tous les lacs au milieu. C'est de l'eau salée, de l'eau de mer ou non? Non, c'est pas de l'eau de mer, mais il y en a une partie aussi, ça c'est région aussi avec l'eau de mer en fait. Mais là, justement, ça c'est ma ville, donc pas loin des Lençóis. Et effectivement, là, on voit la mer. Vraiment, c'est une île au nord-est du Brésil. Alors, donc, on va commencer par très sympa. ton enfance. Ça s'appelle comment cette ville? Saint-Louis. Saint-Louis. Oui. Comme aux États-Unis, alors. Ouais. La version brésilienne. Version brésilienne de Saint-Louis. On va commencer par ton enfance, puis tu vas nous amener un peu dans l'atmosphère de ton enfance, ce que tu faisais à l'école, tes jeux, etc. Mignon petit garçon, on dirait Sophos. Ah ouais, hein. Sa fille s'appelle Sophie, vous avez vu la photo, elle est là, Sophie, ce matin? Oui, mais là, je pense avec les ados. Ah oui. Eh oui. Alors on dirait que c'est toi, mais en petit garçon aussi. Bien plus bronzé, hein, j'étais. Oui. Ouais, donc là, je pense que j'avais 5 ans. Donc oui, j'ai grandi dans une famille, on va dire, traditionnelle brésilienne. Juste pour vous mettre un peu dans le contexte, au Brésil, il y a beaucoup d'inégalités, en fait, au niveau social au Brésil. Donc, les riches, ils sont très riches, les pauvres, ils sont très pauvres. Et au milieu, on retrouve un peu la classe moyenne, mais on ne la distingue pas trop. Donc, moi, j'étais un peu dans cette classe-là, moyenne, voilà, avec ma famille. Donc, on n'était pas vraiment pauvres, mais on vivait bien. Donc là, c'est mon père et ma mère, et moi à côté avec ma maman. Alors, je vous rassure, hein, là, en voyant l'image, ça, comme ça, en noir et blanc, ça fait vieux, hein, mais à mon époque, étaient déjà colorées les images. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi elle était noire et blanc comme ça. Mais bon. Et alors, dans ta famille, justement, qu'est-ce qui était important pour tes parents, les valeurs qui te transmettaient? C'était quoi? Alors, c'est ça. Mon père, comme je disais, une famille traditionnelle brésilienne, en fait, il faut prendre au contexte. Au Brésil, c'est très cool. Le catholicisme, en fait, c'est très culturel au Brésil. C'est intrinsèque dans la culture du Brésil. Donc, il y a beaucoup des signes religieux. On voit beaucoup la religion catholique, des traces partout. Donc, mon père était très catholique. Ma mère aussi, d'ailleurs. Donc, c'était la discipline côté de mon père. Donc, je ne le voyais pas souvent parce qu'il partait tôt, rentrait tard. Mon père, il s'y disait un bohème. C'est-à-dire que lui, dans sa façon de vivre, pour lui, c'était pourvoir la famille, donc au niveau financier, mais il vivait une vie, voilà, il sortait, il n'y avait pas vraiment une connexion familiale. Donc, et avec maman? Avec ma maman, les Brésiliens sont d'habitude comme ça, elle était une maman poule, donc une mère,
au foyer. Donc, et surtout, on voyait cette préoccupation, je voyais qu'elle avait cette préoccupation que de nous garder, de nous protéger. Mais vite fait, avec le divorce, après, ça a été un peu... C'est vrai que c'est l'image très classique, hein, un papa un petit peu froid qui fait la fête, et Ouais. une maman très proche, et autour de toi, une culture un peu marquée par... moi, Oui. quand je pense au Brésil, je pense toujours ça, hein, football, fête et la foi. Parle-nous un peu de cette culture C'est autour ça. de la maison. C'est ça. D'ailleurs, hein, vous avez vu ma ville, plus c'est une ville touristique, enfin, c'est pas une ville où le travail, tu sais, on n'a pas cette mentalité de travail acharné là-bas, c'est surtout faire la fête. Donc on a la plage. D'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler là-bas, j'allais au travail avec ma planche de surf. Entre 1h, 2, j'allais surfer, j'allais à la plage, je rentrais, c'était vraiment... Donc, on pense pas vraiment... je m'inquiétais pas vraiment de mon avenir, donc on faisait tout le temps la fête. Il y a cette culture, justement, cette mentalité d'en profiter, de faire la fête tout le temps. En fait, on s'y soucie pas là-bas au Brésil, donc on fait la fête. Vous voyez, il y a le carnaval, il y a des fêtes après des fêtes. En fait, c'est ça. Donc... il y a le foot qui est très, très présent partout, le soccer. Hein, c'est pas, Oui. ouais, c'est ça. Donc le soccer là-bas, c'est vraiment le C'est une sport. religion, hein. Ouais, c'est une religion comme le hockey ici, mais encore plus, vraiment, c'est quelque chose parce que ça va au-delà du sport, ça crée des gangs, enfin, des conflits. Enfin, tu peux pas dire que tu supportes une équipe et l'autre, ça marche pas, quoi. Vous n'êtes pas des amis là-bas. C'est bon. Et alors, même si, dans ce moment-là, tu t'inquiétais pas pour ton avenir ou pour ta vie, mais à quoi tu pensais quand tu disais « quand je serai grand, je ferai ». Qu'est-ce que tu voulais faire de ta vie, en fait? Ouais, c'est drôle parce que, comme je disais, justement, je pensais juste à faire la fête, d'en profiter au maximum, surtout là où j'étais intégré dans mon milieu d'amitié. On ne pensait pas trop, c'est ça, c'était une autre mentalité. Mes parents, mon père, il était très discipliné, le côté discipline était vraiment... mais il y avait pas, il m'encourageait pas, on ne parlait pas vraiment de profession, enfin de ce qu'il voulait devenir. Mais ma maman, c'était surtout, elle s'inquiétait que je ne devienne pas quelqu'un, des délinquants, Ouais. délinquant. Elle s'inquiétait vraiment plus pour ma sécurité. Donc c'est ça, c'était vraiment... moi, je pensais, je me sentais pas à ma place, ça c'est sûr. Depuis petit, je me sentais pas vraiment à ma place. J'ai dit... je veux quand même, je pense que le monde, c'est pas que ça. Je veux aller, je veux faire quelque chose, je veux accomplir des choses dans ma vie. Donc ça, c'est quand tu pensais à toi. Et quand tu pensais à Dieu, on te voit là, jeune homme, Ouais. tu pensais à toi, tu pensais à Dieu. Qu'est-ce que tu pensais? Voilà, ça c'est vraiment une photo juste, je me souviens vraiment, c'est juste avant mon départ du Brésil. Et là, voilà, je pensais pas, quand j'avais l'image de Dieu que j'avais, c'était l'image l'Église qui m'avait transféré, ça, c'était Dieu saint, intouchable et autoritaire. C'était ça. Et justement, pour rentrer dans la présence de Dieu, pour moi, là, je me voyais, c'était impossible. Je ne pourrais jamais rentrer dans la présence de Dieu parce que dans le mode de vie que j'avais, voilà. Mais je savais qu'il était là-haut, qu'il avait créé quelque chose, qu'il était là et qu'il peut-être un jour, voilà. Mais bon, c'était comme ça que j'ai... Peut-être un jour on va se croiser, mais pour Ouais, l'instant, ouais, c'est ça. on est à distance. D'accord. Alors, Johan, monsieur le surfeur, comment ça a débuté chez toi, la pente glissante là, et dangereuse? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais que c'était un enchaînement d'événements, mais comme je disais, un peu le milieu où j'étais inséré dans le contexte là-bas au Brésil, c'était, comment dire, j'avais vraiment un entourage qui était déjà favorable à s'épancher vraiment sur un chemin pas très net, si on peut dire ça comme ça. Donc en fait, c'était que j'ai grandi, à part ma famille qui était très protectrice, mais justement tout a dégringolé au moment où mes parents ils ont divorcé. Donc j'avais 12 ans à ces moments-là. Et ma mère se retrouve, donc comme elle était mère au foyer, mon père est parti de la maison, donc ma mère se retrouve avec moi et mon frère, sans études, sans capacité financière à nous subvenir. Donc là, elle commence à travailler, comme elle pouvait. Hein. Donc elle faisait du porte-à-porte, à vendre des choses. Donc c'était très compliqué. Et je savais que c'était difficile pour elle. Mais c'est ça, j'étais dans l'adolescence. Je ne savais pas trop
Je sais, l'adolescence c'est compliqué, hein. Ouais, Mais c'est pas vrai. pour les ados ici du Hub. Je sais que les ados du Hub, vous êtes super, mais moi j'étais, je sais pas, ça passait Alors tellement de justement, choses dans ma sans tête. entrer dans tous les détails, ça ressemblait Ouais. à quoi ta vie à ce moment-là? Là, à ces moments-là, c'est ça. J'allais à l'école, bien sûr. Je rentrais de l'école et tout de suite, je voulais rien savoir. Je partais de la maison et je rencontrais mes amis, mes potes, mes amis du quartier, et on sortait. On allait dans la plage, surtout à la plage. J'allais beaucoup à la plage. Donc à 12, 13 ans, je jouais encore, mais ça commençait justement à 12 ans, des niveaux quand même plus, c'était moins rigolo, c'était d'autres types de jeux. Et justement, j'ai Comme partagé. quoi? La bagarre. Parce que je me bagarrais souvent, mais malgré moi, c'était... Oui, c'est pas de ta faute, hein, comme Non, Paul c'était disait. pas ma faute, pas de ta non. faute. Paul disait ça, il dit, je voudrais bien faire autre chose, mais Oui. je fais ce que je veux pas. Oui. Mais c'est ça, tu sais, être garçon surtout, c'était comme, il fallait m'imposer, il fallait trouver ma place, je devrais m'imposer parce que justement, sinon je me faisais tabasser, avaler par les autres, et surtout mes amis étaient beaucoup plus âgés que moi, donc il fallait trouver ma place, donc c'est ça. Et alors, de bagarre en bagarre, ça arrive un jour où un Alors, peu un c'est déclic, la mort d'un ami, là, le déclic d'un changement Ouais, pour toi. ouais. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors ça, c'est très compliqué. Je sais que on est limité dans le temps, mais c'est très long, comme je disais. C'est un enchaînement d'événements. Donc ça a commencé à 12 ans. J'ai commencé à tomber dans les drogues à 12 ans, enfin les cigarettes. Après, je suis passé au cannabis. À 15 ans, déjà, j'étais dans la cocaïne. Vous voyez, par exemple, j'avais 15 ans, comme on se dit, vous pouvez dire, mais comment à 15 ans tu vas avoir accès à la cocaïne? Mais j'avais de l'entourage quand même plus âgé que moi, qu'ils avaient accès. Même aujourd'hui, on l'accès aux drogues, c'est tellement facile. En plus, avec Internet, ça devient facile. Donc, vraiment... Et là, moi, je vendais mes vêtements, je vendais mes affaires. Je me souviens, mon père, avant qu'il avait donné une console de jeux vidéo, j'avais vendu ça pour la drogue. Donc, il n'y avait presque rien dans ma chambre. Tout ce que j'ai changé justement par là. Donc, je suis tombé dans la cocaïne. Après, dans des drogues un peu plus LSD, ecstasy, enfin, ça s'enchaînait. Au crack, le crack, je ne sais pas si vous voyez, le crack, c'est encore une autre drogue qui est très néfaste. Bien sûr, on voit, tout le monde en prend au petit déjeuner ici le matin. Donc, je suis allé jusque-là, justement, jusqu'à ce que... donc, plein de choses sont passées. Donc, voilà, la bagarre, j'ai jamais été quelqu'un, comment dire, de difficile, mais mon entourage, mes amis, ils se bagarraient. Donc, automatiquement, je me bagarrais avec eux. C'était comme une question d'honneur, de défendre l'honneur du groupe où j'étais inclus. Donc, je faisais partie des bagarres. Voilà. Et comme j'ai dit, il fallait m'imposer à ce moment-là. Donc, c'était très compliqué d'être garçon, un petit garçon, 14 ans, au milieu d'un groupe où les gens ils étaient un peu plus âgés que moi. Et tu dois vraiment trouver ta place. Je cherchais un peu aussi, comment dire, la notoriété. Enfin, je cherchais à être un peu reconnu, d'être un peu... parce que je voyais en fait qui vite fait, dans ces milieux-là, quelqu'un avait une réputation, et en fait, tout ça changeait. Je me souviens, après mes premières bagarres, à l'école, j'ai créé, malgré moi, une réputation. Et là, les gens à l'école commençaient à me regarder différemment. Ils avaient comme un peu plus peur de moi. Mais je trouvais ça bien. Ouais, les gens, ils ont peur de moi, c'est cool. Donc, j'ai trouvé ma place. Les gens, tu sais, ils me regardaient autrement. C'était comme une sensation de respect, que les gens commençaient à me respecter parce que, voilà, j'avais une réputation. J'avais commencé à construire une réputation. Et qu'est-ce qui est arrivé à ton meilleur ami là? Alors, c'est ça. Parce que c'est un peu long l'histoire, mais je vais essayer de résumer par rapport à ça. Donc ça, c'était à l'âge déjà de 17-18 ans. C'était quand j'ai connu mon épouse Raquel. Et là, justement, à ces moments-là, j'étais vraiment enfoncé dans les drogues. J'étais déjà allé dans des cliniques de désintoxication. Mais bon, ça empirait de pire en pire. Et à ces moments-là, donc pour moi, voilà, tout le monde était enfin, je côtoyais que des gens drogués, des gens comme moi. Et je me disais, mais la vie, c'est ça. De toute façon, peu importe où je vais, je rencontre que des gens un peu comme moi, même pire, tordus que moi. Donc c'est comme ça. Hein, Mais là, un jour, je rencontre ma femme. Aujourd'hui, bon, elle n'était pas ma femme, mais je l'ai rencontrée et elle était plus jeune que moi. Et ça m'a beaucoup touché parce qu'à l'époque, j'avais 17-18 ans, je sortais avec déjà des filles plus âgées que moi et qui faisaient même un peu les mêmes choses que moi. Et là, je l'ai rencontrée
Elle avait 15 ans, attention, elle était plus jeune que moi, mais bon, 17 ans, 18 ans, j'étais un peu limite, je sais, mais je l'ai rencontrée. Et là, elle me dit qu'elle pouvait m'aider. Et là, ça m'a... Parce que je savais qu'elle n'était pas du même milieu que moi. Parce que bon, l'histoire est un peu longue, c'était un autre ami qui m'a présenté, qui avait donné sa vie à Jésus, qui a réussi à s'en sortir, qui a donné sa vie à Jésus, et qui un jour me rencontre et qui me la présente. Et là, quand je l'ai connue, bon, déjà, je ne voulais pas, je disais non, je ne veux pas la connaître, elle a 15 ans, moi, 18 ans, je sortais avec ça ne sert à rien. Mais là, je suis quand même allé la rencontrer, et moi, je voulais, dans ma tête, je dis, tu sais quoi, je vais dire vraiment ce que j'ai fait pour lui faire peur, comme ça, elle va me laisser tranquille. Au moins, je l'ai rencontrée, moi, je vais continuer ma vie. Et là, je lui ai raconté toute ma vie. Je la regardais comme ça, elle avait les gros yeux comme ça, mais elle m'a dit, je peux t'aider. Et là, j'ai dit, tu peux m'aider? Vraiment? Elle a dit oui, oui. Je peux t'amener à l'église, voilà, rencontrer Jésus, bref. Et là, à ces moments-là, c'est là, juste que j'arrive à Nathanaël. Et c'est à ces moments-là, j'avais un ami, justement, très proche. Et avec lui, justement, on sortait tout le temps, tous les week-ends, on faisait vraiment la fête ensemble. Et lui, il avait mon âge, hein, mais il venait de notre ville, il avait déjà tué quelqu'un à l'âge de 16 ans, 17 ans. Et il est venu justement pour ma ville pour justement s'échapper, se cacher un peu. Mais là, on commence à être amis, on sortait tout le temps ensemble, on prenait la drogue tout le temps ensemble. Et un jour, il dit, tiens Jean, on y va, on va y aller à un endroit, je vais récupérer un arme que j'avais commandée, je sais pas. Et là, on est allé vraiment dans un endroit très obscur, vraiment très... Même moi, à l'époque, j'étais habitué, mais ça m'a fait vraiment peur à l'endroit où on est allé. Et là, ce jour-là, le gars qui est venu pour vendre là, vous imaginez, l'endroit, c'est pas vraiment un magasin où on achète du bonbon, hein, c'est vraiment... Et là, le gars, vraiment, c'était comme minuit, très franc. Le gars, il vient, les gars, déjà, ils étaient armés, mais il vient pour vendre l'arme. Et là, ces jours-là, il n'a pas acheté l'arme. Donc, on était avec lui, j'étais comme, enfin, il n'a pas acheté. Je suis rentré à la maison, et là, Raquel, justement, on se rencontre, elle a dit, ah tiens, c'est week-end, on va aller à l'église, tu viens à l'église avec moi. J'ai dit, l'église, je ne peux pas rentrer dans l'église, hein, tu sais, si j'essaye, les anges ils vont tout de suite me bloquer l'entrée. Non, mais tu viens avec moi à l'église et tout. Et j'ai dit, ok, le lendemain, je rencontre Nathanaël. J'ai dit, écoute, Nathanaël, ce week-end, on planifiait notre week-end et tout, et ce week-end, on va aller à l'église. Il commence à rigoler. Ouais, on va voir, il y a des belles filles là-bas. Je dis, oui, je pense, hein, et surtout... regarde. Oui. Et là, à ce moment-là que je lui parle, il a ah oui, tiens, regarde. Et il lève son chandail. Et là, il y a l'arme qu'il avait achetée. Et là, j'ai dit, ça va mal finir, ça. Et ça, on a continué. Ça, c'était un jeudi. Et là, on est sorti, on a fait la fête. Et là, le samedi, on avait prévu, justement, on avait prévu passer la journée ensemble. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Raquel qui vient chez moi, à l'improviste, comme ça, et me récupère à la maison. Et on sort. Mais là, j'avais plein de choses cette journée avec Nathanaël prévues. Et là, elle a dit, dans ma tête, ok, c'est des chrétiens. Je pense qu'à 18h, les chrétiens ne peuvent pas sortir le soir. Donc à 18h le soir, je suis déjà de retour à la maison, je peux sortir après tranquillement. Mais là, ce jour-là, on est resté jusqu'à minuit avec Raquel. On est allé au restaurant, on est allé au cinéma ensemble, on a passé vraiment une belle journée. Et là, du coup, Nathanaël est venu chez moi, me chercher pour aller là où on allait, justement. Et ce soir-là, il est mort. Et là, ce qui s'est passé, c'est là où j'ai connu la première fois le surnaturel. Comment il est mort? Justement, là, c'est là que j'ai connu le surnaturel de Dieu. Lui, à 11h30, pile, il est venu chez moi, il m'avait appelé sur le téléphone, j'étais encore avec Raquel, et là, je l'ai vu appeler, j'ai dit, tiens, je rentre. Je suis rentré à la maison, c'était presque minuit. Je me souviens vraiment de m'asseoir sur mon lit, changer mes vêtements pour aller le rejoindre au bar. Et là, à ce moment-là, je suis tombé dans le lit, je me suis endormi. Je ne sais pas comment. Et là, quand mon téléphone commence à sonner,
Et là, c'était une amie à nous, en commun, qui, en pleurant au téléphone, dit Jean, Nathanaël est mort. Je dis mais non, tu rigoles. Si, il est mort, non, je vais le rencontrer. Et là, j'ouvre mes yeux, je vois que c'est déjà là, le jour, je vois le soleil. Et là, je me rends compte, waouh, qu'est-ce qui se passe là? Là, c'est sa soeur qui prend le téléphone aussi en pleurant. Il est mort, il faut que tu viennes voir son corps. Enfin, et là, je vais. Et ce qui s'est passé, c'est que là où il était dans le bar, il y a eu. Il y avait un gars avec qui, ensemble, déjà, on avait se bagarré une fois dans une autre fête. Et ce gars-là, il était en civil, mais il était policier. Et là, justement, Nathanaël avait acheté son arme la veille. C'est pas les détails. Hein? Ok, c'est vrai. Excusez-moi. Et là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que là, justement, il s'est fait tuer. Et la police, après... Bon, il avait tué le gars, d'abord. Il s'est fait rattraper par la police. Et la police l'a tué, après. Donc, c'est ce qui s'est passé. Comment tu as réagi à ça, toi? Tout de suite, j'ai dit waouh, j'aurais dû être avec lui. Parce que c'est ma vision que j'ai eue quand je suis allé à la morgue où il était. Tout de suite, quand je suis rentré là-bas, j'ai vu son corps défiguré. J'ai fermé mes yeux, je commençais à pleurer. Et là, j'ai l'image de mon corps à côté de lui. Wow. Et là, sa maman vient me prendre dans ses bras. Il m'a dit mon fils, Dieu t'a sauvé. Et là, je commençais à pleurer. Je pensais qu'à ça. Et voilà. Est-ce que c'est là, sur le moment, à la mort, que tu donnes ta vie à Jésus ou... C'est à ces moments-là que je commence à croire en Dieu. Je commence à voir qu'effectivement, peut-être Dieu m'a sauvé. Quand elle m'a dit ça en plus, et là, j'ai dit, c'est là où j'ai commencé à voir, que j'ai vu la mort de près. Je pense que c'était plus la peur de la mort, vraiment là. J'ai vu, ah ouais, je peux mourir à 19 ans, 18 ans, je peux mourir à cet âge-là. Wow. Et qu'est-ce qui fait que tu es venu à te réconcilier avec Dieu à ce moment-là? Donc à ce moment-là, c'était la journée que Raquel, justement, m'avait invité pour aller à l'église. Donc je suis allé à l'église avec elle. Et là, justement, tout a changé. J'ai donné ma vie à Dieu, à Jésus à ce moment-là. Je suis allé, j'ai pleuré, je faisais que pleurer. Et le lendemain, j'avais toujours comme du cannabis derrière chez mon lit. Tous les matins, ça faisait partie de ma routine. J'avais pris tout ça. J'ai été dans la poubelle, dans le toilette. J'ai tiré la chasse. Et plus jamais ça. Gloire à Dieu. Oh, obrigado, Seigneur. Obrigado. Merci pour ce que tu as fait dans la vie de Johan. C'est touchant. C'est très fort. Johan, merci infiniment. On continue après ce moment si intense. Là, ta vie continue. Donc, tu as fini par épouser la fille qui t'a invité à aller à l'église, un beau mariage. Exactement. Et puis là, donc, tu vas quitter le Brésil et même après pour la France, puis après tu vas quitter la France pour le Canada. Tu vas nous raconter tout ça. Mais votre vie en France, ça ressemblait à quoi? Puis raconte-nous aussi pourquoi tu quittes le Brésil à ce moment-là. En fait, je me suis rendu compte, quand je donnais ma vie à Jésus, le lendemain, je jette mes drogues. Et là, j'ai tous mes appels, mes anciens amis. Là, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je ne sais rien faire. Moi, j'essaie juste de prendre la drogue, aller à la plage, surfer. Je fais quoi maintenant? Je me retrouve tout seul. Et là, bien sûr, avec ma famille. Et là, je dis, ouais, de toute façon, je ne me sentais pas, ce n'était pas ma place là-bas. Il faut que je change. Donc, pour moi, la façon de changer, c'était d'aller ailleurs, de couper net avec un peu de tout ce que je... Parce que ça faisait... Tout ce que tu n'aimais plus au Brésil. Exact, ça? exact. Wow. Ouais. Donc, j'ai décidé justement... Bon, après, il y a d'autres... Je suis un peu tombé en France un peu par hasard. C'était pas mon idée initiale, mais finalement, je suis arrivé en France. Et alors, à quoi ça a ressemblé ta vie en France? Raconte-nous ça. C'était là où, justement, c'était l'épreuve où j'étais dépendant de Dieu, vraiment. J'arrive en France, je ne sais pas parler français du tout, ni je savais qu'il fallait dire merci, il mangeait de la baguette, il boit du vin, mais à part ça, je ne savais pas trop ce qu'il fallait faire. Donc c'était compliqué, c'était vraiment compliqué. À un moment donné, je n'ai jamais passé plus d'un mois justement sans aller à la plage faire du surf. Pour moi, le surf, c'était très important, c'était un peu mon échappatoire
du monde des drogues. Donc pour moi, c'était très important. Donc là, c'était difficile. Mais c'est là, justement, où j'ai vraiment eu la dépendance de Dieu. Je passais genre 3 heures dans la prière tous les jours. Je disais à Dieu, vraiment, Seigneur, il faut que je te connaisse. Il faut que j'ai un face-à-face avec toi, parce que sinon, pour moi, la vie, pas que ça. J'ai besoin. Et là, vraiment, c'était une vie... Des galères, hein, beaucoup de galères. Je commençais à travailler dans la restauration. Je savais même pas faire frire un œuf, mais là, j'en ai appris j'ai eu cette passion aussi pour la cuisine là-bas. Donc, j'ai appris beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Et raconte-nous ces 2 photos-là, puis après, je vais montrer une troisième. Celle de droite, c'est où, justement, j'ai eu une médaille, le ministre de l'Intérieur avec le préfet du Rhône. C'est un événement que la France a fait pour les gens, les immigrés, qui font rayonner la France. À cette époque-là, j'étais déjà dans mon métier, hein, je travaillais en tant que designer dans une agence web, et j'ai écrit même un livre, j'ai eu des parutions dans des magazines spécialisés justement de design un peu partout dans le monde, en France, au Royaume-Uni, en Australie. Et là, justement, j'ai cette reconnaissance-là. C'est magnifique. Et à gauche? À gauche, c'est mon plus gros projet de ma vie. Hein. C'est ma belle Soso. Super. Donc, ouais, ma belle Soso. Et ici, c'est quoi cette image où on te voit C'est ça. J'ai été béni par Dieu, vraiment, parce que j'ai un beau... Malgré la galère, malgré les difficultés, tu sais, je travaillais de 6 heures le soir jusqu'à 3 heures du matin. J'allais à la fac, à l'université. À 7 heures du matin, j'ai quitté pendant 2 ans. C'était ma vie, c'était vraiment difficile. Mais là, j'étais quand même en bon entourage. Là, c'est des joueurs de soccer très réputés en France à l'époque. C'est vraiment un peu comme les gros joueurs de hockey ici. Donc vraiment, ils avaient la belle vie. Hein. Et moi, j'en profitais. J'étais avec eux, donc c'était cool. Et en même temps, parmi eux, plusieurs sont devenus chrétiens. Oui, là, la plupart, justement, tu vois, moi, comme mon autre ami à gauche, là, il y en a 3 qui sont devenus chrétiens. Donc, on faisait une grosse gang de nouveaux chrétiens. Et toi, ton rôle avec eux, c'était? J'étais leur leader, justement, parce qu'après... Leader de groupe de maison, là, que vous avez. Oui, c'est ça. Donc, Fred, qui était un ancien joueur, justement, qui venait, donc moi, je faisais... voilà, c'était notre groupe on appelait ça des cellules, des maisons, des prières, donc voilà. On était une belle gang comme ça. C'est magnifique, magnifique. Ouais. On a hâte de revoir ce Johan-là parmi nous. Ah oui. Hein. Alors, dis-nous, après, tu quittes la France et tu viens au Canada. Pourquoi? C'est une très bonne question. Donc là, c'était une décision quand même un peu plus difficile parce que j'étais quand même pas mal bien ancré en France. On était diacre dans l'église. J'étais quand même professionnellement, j'avais quand même une bonne vie professionnelle là-bas derrière. Justement, j'ai la médaille, j'étais bien reconnu. Mais ma femme, Raquel, elle se sentait pas en France encore. Elle disait, je me sens pas bien ici. Je disais, bon, c'est mon projet chéri, c'est ma famille, donc il faut quand même qu'on se sente bien tous. Et là, j'ai eu une agence web d'ici, du Canada, qui m'avait fait une offre de travail pour aller travailler à Shanghai, en Chine. J'ai dit, si en France déjà compliqué, en Chine, là, c'est le divorce. Mais là, j'ai vu qu'ils étaient ici, ils étaient à Montréal, Canada. Il m'a écrit en français. Non, il m'a écrit en anglais, mais il y avait, tu sais, au Canada, c'est toujours anglais-français, mais il était en français aussi. Et là, du coup, j'ai dit, tiens, vous êtes à Montréal, c'est intéressant. Là, j'ai commencé à voir et j'ai vu que c'était une très belle ville, très dynamique. Et j'ai dit, tiens, ça peut intéresser ma femme. Là, j'ai lui montré ça. Elle était contente de voir, ça parle français, c'est bien et tout, ça peut être intéressant. Mais là, on n'est jamais venu avant, donc on a pris la décision, on a prié, on a eu la confirmation et tout de suite on est venu avec Soso. Elle avait 2 mois, Soso, juste 2 mois là. Wow, c'est magnifique. Et moi, je me souviens de ce premier endroit, tu venais d'arriver ici, et ce premier endroit où tu es rentré avec ton épouse, ton bébé, ta belle-mère. Oui. Tu es venu là, et il y avait une église ici, au cinéma 10-30, et puis en sortant de l'église, je me souviens, sur le stationnement, ta belle-mère t'a dit, Johan, c'est dans cette église-là qu'il faut que tu viennes. Oui, exactement. Tu te souviens de ça? Je me rappelle de ça. Exactement. Elle dit, ça, c'est vraiment l'église. Et moi, j'étais vraiment content parce que moi aussi, j'ai eu ces ressentis-là. J'ai dit, ah oui. Alors, justement, quelle a été l'importance, ou quelle est l'importance pour toi d'une communauté de foi comme nous sommes? Je pense que c'est très, très important parce que dans les décisions les plus importantes de ma vie, l'Église, elle était toujours là pour moi. C'est l'Église qui m'a fait vraiment renforcer le lien, ma relation, de voir que vraiment
le monde, les gens dans le monde, on n'est pas tous perdus, mais que dans l'Église, on a cette famille, une famille élargie, où on peut vraiment être bien accueillis, à compter les uns sur les autres. Donc pour moi, l'Église, c'était ça, et c'était ça que j'ai eu aussi quand je suis arrivé ici. Superbe. Alors on va arriver à la dernière partie, toujours avec ce monsieur surfeur, puisqu'on voit que finalement ta vie au Canada a tellement bien évolué qu'aujourd'hui vous êtes Canadien. Oui, Et on est très contents, félicitations. très fiers d'y être. Oui, on est vraiment fiers. Et à quoi ça ressemble ta vie actuellement? C'est qui les personnes qui comptent le plus pour toi et c'est quoi ta vie? Ma vie, c'est beaucoup le travail, mais de plus en plus, le travail, j'arrive à donner du sens à mon travail. Je travaille beaucoup, c'est vrai, mais ma vie aujourd'hui, c'est la famille, le travail et les amis proches, vraiment, avec qui je partage vraiment des belles valeurs. Superbe. Alors, tu vas nous expliquer ce que c'est ton travail. Hi there, my name is João Oliveira. I'm Chief Design Officer at Paratis Nail. Paratis is built to various... Comme tu continues en anglais, on va te le demander en français alors. Oui. Alors ça, c'est vraiment la chance. Donc, comme je vous ai dit, quand je suis arrivé ici, on connaissait personne, donc on vient en connexion. On a eu la chance de connaître des belles personnes comme Stéphane et Chantal qui nous a accueillis vraiment avec les beaux sourires. Et là, aujourd'hui, j'ai réussi vraiment, c'est ça quand je disais donner du sens à mon travail. Je travaille beaucoup dans la technologie, mais vraiment le design des interfaces graphiques digitales. Et là, un jour, Steph, il m'a plugué avec quelqu'un dans son travail qui avait un projet, il y a 10 ans de ça déjà, ça passe super vite, hein. Wow. Et là, justement, je commençais à travailler et lui, dans le médical, on a commencé une application dans le médical et donc aujourd'hui, je travaille là-dedans. Et c'est là que vraiment, ça m'a beaucoup touché parce que je me souviens au début, dans les 3-4 premiers mois, à l'aide de l'application que j'avais faite, on a reçu un courriel d'un médecin qui était au nord du Québec qui a écrit en disant que grâce à l'application, ils ont réussi à sauver la vie d'un bébé d'1 mois. Et là, pour moi, j'ai commencé à pleurer devant mon ordi parce que je suis dans la cave de ma maison, devant un écran, tu sais, et là, j'ai dit, ah ouais, ça fait du sens, j'ai aidé à quelqu'un à sauver des vies. Ça. Pour moi, c'était vraiment... Donc, tu es designer lié au médical, c'est ça? Oui, voilà, si on peut résumer comme ça, exactement. Ouais. C'est l'interface homme-machine, vraiment comment, tu sais, dans des situations critiques, on peut accéder à des informations très rapides. Donc, mon travail, c'est vraiment de rendre l'information facile pour les soignants. Pour les soignants. Ouais, c'est super. Dans des situations de très beau métier qui fait une différence et tu ne sauveras pas qu'une vie avec ça. Non, c'est ça. Aujourd'hui, l'application est utilisée vraiment par des milliers de personnes, en fait, à travers le monde entier. Hein. Donc, c'est quand même quelque chose. C'est un grand privilège d'être assis à côté d'une notoriété moi, pareille. Quand tu penses à l'année qui est là devant toi, s'il y a une décision significative que tu voudrais prendre pour avoir une vie conforme à tes valeurs, ce serait quoi? Ouais, je pense que c'est surtout d'être toujours vrai dans ce qu'on fait, authentique. Et, parce que c'est difficile, d'exprimer sa foi dans un milieu de travail, c'est difficile. Mais on peut exprimer notre foi de plusieurs façons. Mm-hmm. Donc, justement, les gens vont voir l'honnêteté, vont voir vraiment que derrière quelqu'un de gentil, c'est pas moi que je suis gentil, c'est Dieu en moi qui me fait que justement que je suis bon dans mon travail, que je suis performant dans mon travail, que je fais bien mes choses, que je suis un bon père de famille, que justement je suis un bon ami. Donc c'est ça, c'est vraiment garder cette valeur-là et ne pas aller dans la vague du monde qui change tellement. Mmh. Donc ça c'est pour l'année devant toi, mais comme tu l'as dit, le temps passe vite. Et à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu voudrais que tes proches disent de toi, en une phrase ou deux? Moi, c'est ça. J'aimerais juste que les gens disent, genre un jour, tu m'as fait me sentir bien. Juste ça. Pour moi, c'est un jour, au moment donné de la vie de quelqu'un, j'ai pu participer à quelque chose. À rendre le monde un peu meilleur. C'est déjà ce que tu fais dans ton travail. Oui, c'est ça. Pour terminer, est-ce qu'il y a un mot que tu aimerais nous dire en 30 secondes, là, pour nous... Je sais pas, tu as un message pour nous? Un petit... Pour moi, ça m'a toujours accompagné, c'était
sais, dans la vie, on va toujours avoir des obstacles, mais les obstacles, ce n'est pas des blocages. Dieu nous met des obstacles, enfin, pas Dieu nous met, mais les obstacles viennent dans notre vie pour qu'on puisse les surpasser. Tu sais, c'est des marches dans notre vie. Donc je pense que c'est ça, il faut persévérer dans la vie, même si on voit si on est vraiment au fond du puits, mais Dieu, il est toujours là pour nous soulever. Amen. Je vais prier, puis on va juste écouter un très court refrain avant qu'on passe à l'autre étape de notre célébration. Merci encore, João. Obrigado. Obrigado. Je vais prier pour que ce message-là qui nous inspire, cette vie, c'est la Bible incarnée. Hein. Quelqu'un dit, c'est pas de moi, mais la plupart des gens autour de nous en Occident aujourd'hui, la seule Bible qu'ils auront l'occasion de lire, c'est ta propre vie, c'est ton histoire. Ça fait que notre histoire est tellement importante. Et ce matin, c'est la Bible version incarnée, la Bible dans une vie de quelqu'un, un jeune Brésilien qui aurait pu complètement tourner mal et à un moment donné, face à la mort de son meilleur ami, il fait le choix de la vie. Et ce choix, on peut toujours le faire. Et quel que soit notre état aujourd'hui, quel que soit notre parcours aujourd'hui, ce qui compte, c'est, Seigneur, pourvu que ta gloire s'y retrouve. Pourvu que ta gloire se retrouve dans ma vie, se retrouve dans cette année, se retrouve dans les prochaines décisions que je vais prendre. Alors Seigneur, c'est ce que je te demande, pourvu que ta gloire s'y retrouve, Seigneur. Mais pourvu que ta gloire s'y retrouve. Seigneur, je te prie pour que ta gloire se retrouve dans la vie de João et merci parce qu'on a entendu ta gloire au milieu du malheur. Tu as créé un chemin de bonheur pour lui au milieu de la mort. Tu as suscité le désir de la vie. Merci pour cette histoire qui nous rappelle que tu es le Seigneur qui change les scénarios. Tu es celui qui donne la vie en abondance. Qui aurait imaginé ce petit adolescent perdu dans ses gangs qui devient une bénédiction pour le milieu médical au Québec, qui reçoit même une récompense du ministre de l'Intérieur en France. Seigneur, merci, parce que tu nous prends là où nous sommes et tu nous élèves, tu bénis nos vies. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces grandes choses que tu fais. Pour chacune de nos vies, on te dit pourvu que ta gloire s'y retrouve. Amen. Amen. Obrigado. Merci à toi, João. Merci beaucoup. On peut l'applaudir. Merci.